Bienvenue dans cette deuxième émission consacrée à la deuxième circonscription, le second tour des élections législatives. Alors vous le savez, nous avons consacré un débat avec nos partenaires sur la première circonscription, entre Jean-Bernard Saint-Pastous et Sylvie Ferrer. Nous avons proposé aux deux candidates de la deuxième circonscription le même débat sur la même configuration, chose qui a été refusée par l'une des deux candidates, Marie-Agnès Staricki pour la République En Marche. La question s'est posée pour nous de savoir si on abandonnait l'idée de couvrir médiatiquement à travers HPTV ce second tour de la deuxième circonscription, ou si nous proposions le même temps de parole sur les mêmes conditions, avec les mêmes thèmes pour la candidate qui avait accepté le débat, afin de ne pas la pénaliser par rapport au refus de son adversaire. C'est bien sûr la deuxième option qu'on a choisie, et donc nous aborderons les mêmes thématiques sur un même temps, c'est-à-dire 15 minutes, c'est le temps qu'a eu Jean-Bernard Saint-Pastous et Sylvie Ferrer, chacun lors du débat que vous pouvez voir sur hptv.fr. Et c'est pour ça que nous sommes ici avec Janine Dubié. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc les règles sont claires, le chronomètre est là. Vous aurez 15 minutes en dehors bien sûr de mes questions. La première question que j'ai envie de vous poser, elle sera d'abord d'ordre politique. Comment vous avez perçu ce premier tour, cet entre-deux tours? Et si vous êtes élu dimanche, est-ce que vous serez une députée macroniste ou est-ce que vous serez une députée d'opposition? Bien, c'est vrai que le résultat de ce premier tour a été, peut être considéré comme une surprise, même si au fond, je m'y attendais. Tout simplement parce que nous avons le même socle électoral avec Marie-Agnès Staricki. Et d'ailleurs, c'est amusant, si vous additionnez mes voix plus les siennes, ça fait 22 000 voix, 23 000 voix, et c'est exactement les voix que j'avais fait au premier tour de 2012. Donc, il y a bien un sujet autour de ça. Je pense que la dynamique générée par le président Emmanuel Macron, qui a quand même une image aux Pyrénéennes, parce qu'il est venu en vacances, parce qu'il vient au Pied du Midi, parce qu'il a des amis ici, en fait, ça l'a identifié comme un enfant des Hautes-Pyrénées, et donc du coup, ben, les gens, ils veulent lui donner la majorité, donc je l'entends. Maintenant, je continue à me battre parce que je suis une bigourdane, je suis une montagnarde, je ne m'arrête pas au milieu de la pente, et une montagnarde, en fait, même quand elle s'essouffle au milieu de la pente, elle monte jusqu'en haut. C'est-à-dire que la députée PRG que vous serez peut-être dimanche soir à 20h pourra soutenir la politique menée par Emmanuel Macron, mais aura aussi son mot à dire sur les choix sociétaux notamment. C'est exactement ça. Je crois que ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas confondre l'investiture et la participation à une majorité. On peut avoir une majorité plurielle. Moi, je ne suis pas pour un parti unique. Je crois que c'est dangereux, il faut le dire. Donc la majorité elle peut être plurielle. Et je crois que ce qu'il faut surtout, c'est que le parlementaire il puisse conserver un droit essentiel qui est inscrit dans la Constitution à l'article 44, qui dit que le Parlement a un droit d'amendement. Et c'est ça la séparation des pouvoirs. Et c'est ça notre démocratie. Le gouvernement propose, le Parlement examine, améliore en fonction des éléments qui lui sont apportés et qu'il détient aussi de son territoire, et ensuite un texte de loi sort et revient ensuite au gouvernement pour la mise en œuvre. Et après, le Parlement réintervient pour le contrôle, savoir si la loi qu'il a votée, elle a été bien appliquée sur le territoire, et c'est ça qu'on appelle le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Alors on va passer aux sujets locaux. Je précise que, comme lors du débat de la première circonscription, vous n'avez pas eu les questions à l'avance, ni les thématiques qu'on va aborder, mais on va bien sûr parler des Hautes-Pyrénées puisqu'on est un média local. L'un des sujets qui concerne particulièrement cette deuxième circonscription, mais un peu comme toutes les Hautes-Pyrénées, c'est la santé, avec deux sujets importants. D'abord l'hôpital et ensuite la médecine de proximité, notamment en milieu rural. On va commencer par l'hôpital avec une question simple. Est-ce qu'il faut un hôpital unique pour rassembler Tarbes et Lourdes? Alors, je crois en effet que, bien sûr qu'il faut un hôpital unique. C'était déjà le débat il y a 10 ans. C'était possible il y a 10 ans. Il y avait aussi des financements. Parce que le débat n'était pas suffisamment mûr, parce que un certain nombre de choses l'ont empêché, je le regrette. Donc moi j'ai toujours été effectivement pour un hôpital entre Tarbes et Lourdes. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits par l'administration hospitalière,
par les agents hospitaliers à qui on demande toujours plus pour réduire la dépense, les déficits ne s'améliorent pas. Donc oui, il faut reconstruire. Maintenant, il faut un projet médical partagé, il faut calibrer l'établissement, il faut que le site sur lequel il est prévu, il y ait toutes les contraintes environnementales et relatives aux espèces protégées soient levées. Et oui, je suis pour la reconstruction. Aujourd'hui, le travail est engagé, le projet médical est en train d'être élaboré, il n'y a pas de financement, je me battrai pour obtenir ce financement, et comme c'est une échéance à moyen terme, tant qu'effectivement on n'a pas bouclé ce dossier définitivement, je m'engagerai pour que le centre hospitalier de Lourdes puisse continuer à avoir une activité chirurgicale et médicale de proximité. D'autant que c'est un sujet important parce que les décisions de l'ARS vont être prises là prochainement. Alors oui, vous avez raison de souligner ça parce que le programme régional de santé, ce qu'on appelle le PRS, s'achève, c'est un programme sur 5 ans, il s'achève en 2017, donc cette année il faut le retravailler pour une nouvelle période de 5 ans qui commencera en 2018, et là va se poser la question des autorisations d'exercer selon la médecine privée, selon l'hospitalisation privée ou l'hospitalisation publique. Donc c'est un vrai sujet. Je pense que cette année 2018, en matière de politique de santé hospitalière, c'est majeur. Un mot sur la médecine de proximité. Alors, j'ai dit que ça concernait le rural, ça concerne aussi la ville. Bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, pour trouver un médecin généraliste, un médecin de famille important dans son quotidien, quand le sien part à la retraite, ça devient quasiment mission impossible. Comment l'État, le gouvernement et le député peut agir pour résoudre ce problème? Moi, je vais vous dire là-dessus, je vais donner déjà 2 éléments. 80% des étudiants en médecine sont des femmes, premièrement. Et ensuite, la population des jeunes médecins, ils sont comme la société. Ils veulent aussi pouvoir profiter, avoir du temps libre, élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Donc du coup, on n'est plus dans le concept du médecin de famille, corvéable à merci, 24 heures sur 24. Donc il faut un exercice regroupé au travers de tout ce qui touche au médical, infirmières, médecins, kinés. Les jeunes internes et les jeunes médecins qui sortent, ils veulent pouvoir travailler ensemble, ils veulent pouvoir se partager des gardes, ils veulent pouvoir échanger sur la situation de leurs patients, il faut qu'ils aient un outil commun pour pouvoir se remplacer aisément. Voilà, je pense que c'est ça l'organisation de la médecine de proximité de demain. C'est les maisons pluridisciplinaires de santé. Moi, j'y suis déjà très engagée. Nous travaillons dans le Val d'Adour. Il y a déjà un projet qui est engagé au travers de 2 médecins. Il y a aussi la vallée des Gaves. Il y a des maisons qui se construisent aussi dans le cadre de l'agglomération Tarbes. Voilà, je pense que oui, il faut repenser la médecine de proximité, mais jamais oublier l'articulation avec l'hôpital. On va un peu rester dans le même esprit, hein. Vous parliez du Val d'Adour, qui est une zone agricole importante, parfois un peu trop de monoculture. Aujourd'hui se développent les circuits courts. Est-ce que ça peut être l'avenir pour l'agriculture de Haute-Pyrénées et comment ça peut s'articuler avec l'économie locale, mais j'ai envie de compléter aussi par la montagne parce qu'il y a le problème des éleveurs, des AOC. Comment cette agriculture peut se moderniser et être plus efficace économiquement pour les agriculteurs? Alors sur cette circonscription, on a la particularité d'avoir plusieurs formes d'agriculture. L'agriculture française, elle n'est pas monolithique. Et la chance de cette circonscription, c'est que à la fois on a une agriculture de montagne, assise sur du pastoralisme, l'élevage, des produits de qualité. Je pense notamment à l'AOP Barège-Gavarnie. Et puis dans le nord de la circonscription, vous trouvez, et puis autour de Hausseur, vous trouvez effectivement de la culture céréalière et au bout la viticulture. Donc c'est toutes les palettes, quasiment toutes les palettes de l'agriculture. Donc il faut des politiques spécifiques pour accompagner l'élevage en zone de montagne parce que c'est aussi de l'entretien des paysages et c'est aussi ce qui fait la richesse touristique de nos paysages. Et puis en ce qui concerne les cultures céréalières, eh bien, il y a effectivement tout un travail à faire par rapport à l'utilisation modérée des intrants, des pesticides. Je pense que ce travail est engagé. Nous l'avons fait dans la loi d'avenir de l'agriculture pour aller vers un modèle plutôt écologique. Je pense que les agriculteurs ont déjà fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'on continue à les accompagner. Il y a la problématique de l'eau et de l'irrigation. Moi, je comprends
comprend leurs préoccupations, mais il ne faut pas non plus leur faire porter toute la responsabilité. L'eau, c'est multi-usage. C'est quand on a aussi à traiter l'étiage des rivières, il y a la consommation de l'eau et il y a l'irrigation. Et bien tout ça, ça doit faire partie d'un travail concerté. Et puis enfin, il y a la viticulture. Et là-dessus, nous devons accompagner nos viticulteurs pour qu'on puisse promouvoir la viticulture, le tourisme autour de la viticulture. Et il faut qu'on puisse faire de la promotion aussi de nos terroirs viticoles. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons desserré la loi Évin au travers de l'amendement. C'est important cette agriculture moderne aussi à l'intérieur du département, parce qu'on avait vu on va aller vers le thème de l'économie doucement mais sûrement, qu'une étude du département a montré que l'argent, la production qui était faite dans le département n'était pas forcément réinvesti dans le département, ces circuits courts notamment, mais aussi le vin. Voilà. C'est un moyen de faire du tourisme. J'allais effectivement revenir parce que je n'avais pas répondu à votre question sur les circuits courts. Je pense que les circuits courts, c'est une réponse sur un territoire montagnard comme le nôtre ou sur les coteaux au travers du port noir de Bigorre. C'est des produits à forte valeur ajoutée. Et donc effectivement, il faut permettre à ces produits de pouvoir bien se développer parce que ça crée de la valeur ajoutée sur les exploitations. Les circuits courts, c'est aussi de la consommation locale au travers des cantines. Le Conseil général fait un gros travail là-dessus. Je veux dire aussi que dans le cadre du projet de territoire, il y a Happy Saveur qui va promouvoir en fait les produits élevés ou fabriqués dans les Hautes-Pyrénées, chez les bouchers, et c'est tout ça aussi, c'est toute cette économie de proximité que nous devons valoriser, qui peut effectivement accroître la valeur ajoutée sur les exploitations et donner plus de revenus aux agriculteurs. Mais on ne peut pas opposer les circuits courts à une production un peu plus de masse, parce qu'on a aussi besoin de céréales, de produits effectivement qui s'exportent, mais tout ça, il n'y a pas une seule agriculture. L'agriculture, elle est multiforme, elle est présente sur notre département, et moi j'ai bien compris ça, et c'est pour ça que mon action, en fait, je l'adapte et je travaille avec la profession agricole en fonction des situations qui se présentent. On va parler d'économie et on va faire encore le lien avec ce Val d'Adour, puisque Frédéric Rey, l'un de vos soutiens, il est le président de la communauté de communes du Val d'Adour, a expliqué qu'il y avait un projet actuellement qui était important, notamment parce que dans le Val d'Adour il y a Montfort et qu'à côté il n'y a plus de grosses usines. Alors comment aujourd'hui les Hautes-Pyrénées peuvent recréer de l'emploi, sachant que les grosses structures comme Montfort ou comme Alstom ou comme la Sucata n'existent plus, il n'y a plus de multinationales qui arrivent, en l'occurrence 500 emplois dans un département? Alors le projet de biotricité est un projet extrêmement intéressant. C'est en fait un projet de méthanisation pour produire de l'électricité à partir de déchets végétaux. Donc ce projet il a été construit par un investisseur privé, mais avec tout le tissu local, parce que c'est à partir donc des déchets végétaux, à partir de ce qui se passe donc chez Montfort, mais il y a aussi le sujet de l'acheminement de la matière première, parce que pour que cette usine elle soit effectivement performante, il faut qu'il y ait de la matière première. Et donc, on ne peut pas désolidariser ce sujet de la ligne de fret qui fait Mont-de-Marsan-Tarbes. Et donc là, sur ce sujet de biotricité, non seulement j'accompagne le porteur de projet et la communauté de communes auprès du ministère pour qu'ils puissent répondre à l'appel à projet et répondre aux critères de la commission de régulation de l'énergie, mais en même temps, je travaille aussi avec la SNCF pour la remise en œuvre de cette ligne de fret qui est indispensable au résultat et au succès de cette initiative. Puisque le transport, on va aborder un mot puis on reviendra sur l'économie, le transport c'est important, mais on sait que le département des Hautes-Pyrénées, je ne parle pas de l'institution, mais globalement notre département a des problèmes avec la SNCF, les trains de pèlerins, les lignes ferroviaires qui ne sont pas toujours bien entretenues, la LGV qui verra sur doute jamais le jour jusqu'à Tarbes. Comment
le département peut conserver des moyens de transport importants pour la circulation à l'intérieur du département, mais aussi pour faire venir les touristes. J'ai juste oublié de vous dire tout à l'heure que Biotricity, c'est 90 emplois quand même à terme. Voilà. Donc sur tout ce qui touche autour de la mobilité, vous connaissez mon combat à côté effectivement des usagers, des organisations syndicales, toujours le maintien du train de nuit. C'est un vrai sujet ça. La suppression de la palombe bleue au 1er juillet de 2017, c'est un vrai souci pour les Hautes-Pyrénées. C'est d'abord un souci parce que il y a des jeunes qui étudient à Paris, il y a des familles qui vivent sur Paris, qui reviennent le week-end avec des enfants et que donc de pouvoir voyager de nuit, c'est d'abord un moyen qui est moins onéreux que s'ils devaient prendre l'avion et ça leur permet d'entretenir un lien avec la famille, mais c'est aussi pour l'activité touristique, c'est une façon aussi de pouvoir accéder aux Pyrénées. Donc moi j'ai bataillé là-dessus, il y a effectivement, le sujet n'a pas été réglé, il y a une discussion entre la région et l'État et j'espère que nous pourrons maintenir ce train de nuit encore 3-4 mois de façon ensuite à trouver une solution plus pérenne. Sur les trains de pèlerins, c'est une décision de la SNCF, c'est que la SNCF elle s'est désengagée du transport des malades avec des voitures qui étaient adaptées pour des personnes qui étaient malades et allongées. Donc aujourd'hui on a ce sujet-là, je pense qu'il faudra remettre le couvert là-dessus, mais peut-être que ça passera aussi par des entreprises qui ne soient pas la SNCF. Là, l'ouverture de la concurrence pourrait favoriser les Hautes-Pyrénées. C'est dommage de le dire comme ça. Moi, j'aurais aimé que la SNCF continue à assurer ce transport de pèlerins malades, mais peut-être qu'un jour, l'ouverture à la concurrence, c'est pas très loin non plus. Donc, il y a aussi des choses qui sont en train de changer sur ce paysage-là, et nous devons être attentifs, parce que la SNCF, c'est aussi des savoir-faire. C'est des gens qui ont du métier, et à force, à un moment donné, d'externaliser toutes les fonctions, je suis pas sûre qu'ensuite, on puisse avoir la même qualité de service. Donc, moi, ma conception de parlementaire, c'est à la fois de maintenir un service public de qualité, parce que je maintiens que la SNCF, c'est un service public, même s'il est aujourd'hui bientôt ouvert sur le champ de la concurrence, mais en même temps qu'on ne perde pas tout ce qui a fait la force de la France au travers du service public. Un mot sur le tourisme, c'est aussi un poids économique important, c'est environ 1 milliard d'euros dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce que c'est le seul levier de développement économique pour notre département ? Alors, oui, bien sûr, le tourisme est un élément essentiel et on le voit bien au travers du thermalisme, au travers des stations de ski, Lourdes, centre culturel mondial. Bon, voilà, je pense qu'on a effectivement une forte attractivité touristique. Nous pouvons améliorer cette performance par une montée en gamme de l'hébergement, des équipements, parce qu'il y a un marché mondial autour du tourisme qui s'ouvre. Demain, on a des populations du sud-est asiatique qui vont arriver en France parce qu'il y a une montée du pouvoir d'achat chez eux, en Afrique, en Amérique latine. Donc il faut se préparer à ça. On a un potentiel extraordinaire, nous devons le développer. Mais à côté de ça, on a tout ce qui tourne autour de la sous-traitance aéronautique. Enfin, regardez autour de l'aéroport, toute cette là, c'est des petites entreprises qui ont entre 50 et 70 salariés. C'est des petites pépites. Elles sont sur des productions très spécifiques par rapport à l'aménagement d'un avion et tout, et elles participent en fait à l'économie de ce pays. Moi je pense qu'il faut pas rêver d'une grosse multinationale qui arrivera dans les Hautes-Pyrénées et qui recréera 2000 emplois. Ce sujet-là, il est clos. Par contre, nous avons un tissu de PME, de TPE, mais aussi d'artisans, de commerçants dans le milieu local. C'est ça qui fait notre force économique, et c'est ça qu'il faut que nous soutenions. Et c'est à ça que je m'emploie tous les jours et que je me suis employée pendant 5 ans avec les chambres des métiers, avec la CCI, avec la chambre d'agriculture, pour que nous soyons dans une ruralité vivante, qu'on ne soit pas simplement que dans une ruralité de service, mais qu'on ait réellement une activité économique adaptée au contexte rural. En 1 minute pour conclure, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous dimanche prochain ? Alors pourquoi il faut voter pour moi? Vous allez m'obliger à être un peu prétentieuse. Mais écoutez, plutôt que d'être prétentieuse, je vais être lucide et je vais être factuelle. Je suis une bigourdane. Je suis de cette terre-là. J'y suis née, j'y ai été élevée, j'y travaille. Cette terre de Bigorre, je l'ai dans les tripes.
Et donc je souhaite vraiment demain continuer à pouvoir la représenter à l'Assemblée nationale. Je pense que la majorité, sa majorité, Emmanuel Macron, il l'a aujourd'hui. Bien sûr qu'il fallait donner une majorité au président Macron pour pouvoir conduire le programme sur lequel il a été élu. Je ne le conteste pas. Mais à côté de ça, il ne faut pas que le député qui représentera le département des Hautes-Pyrénées puisse être noyé dans une masse de 400 députés sans aucun ancrage territorial. Parce que il faut faire entendre la voix des départements comme les nôtres. Aujourd'hui, l'urbanité, la métropolisation, c'est l'esprit, c'est la pensée dominante. Et bien moi, je veux être effectivement une députée constructive. Je veux apporter mon soutien aux réformes qui permettront de faire avancer la France. Mais faire avancer la France, c'est aussi porter la parole des territoires ruraux et de montagne. Et je pense que là-dessus, je suis bien placée.